le marché de Noël du village du Val-de-Loire scintillait, non pas d'un éclat violent et commercial, mais d'une lueur douce et ancienne qui semblait émaner des pierres elles-mêmes. C'était une symphonie de lumière chaleureuse, mille feux discrets et clignotants suspendus avec soin le long des poutres apparentes des vieilles maisons en pierre de tuffeau, dont les façades blanches et crayeuses absorbaient la lumière pour la restituer en un halo doré. Les guirlandes lumineuses, semblables à des colliers de perles incandescentes, serpentaient également le long des auvents rayés des petites boutiques en bois, installées pour l'occasion sur la place centrale. Un parfum complexe, riche et profondément réconfortant, flottait dans l'air glacial de décembre, une brume invisible et enivrante. C'était un mélange savant de cannelle piquante, de clous de girofle et d'anis étoilé s'échappant des grands chaudrons de vin chaud épicé, une odeur de miel et de gingembre émanant des pains d'épices aux formes fantaisistes, le tout se mêlant harmonieusement à l'arôme résineux et propre des sapins fraîchement coupés, dont les branches ploient sous le poids d'un début de neige. La neige, justement, tombait en une danse lente et silencieuse. Les flocons, larges et paresseux comme des papillons de coton, descendaient en spirale depuis un ciel d'encre, recouvrant la place pavée du village d'un manteau blanc et immaculé. Ce tapis de velours étouffait le son des pas, transformant le brouhaha habituel de la foule en un murmure feutré, presque sacré. Les vendeurs, emmitouflés dans des épaisseurs de laine et de grosses écharpes colorées qui leur mangeaient la moitié du visage, vantaient leurs marchandises d'une voix joyeuse, leurs joues rougies par le froid. On trouvait de tout, des poteries artisanales aux émaux profonds, des jouets en bois sculptés à la main représentant des animaux de la forêt, des décorations de Noël scintillantes qui attrapaient la lumière à chaque mouvement, et des montagnes de sable fait maison, délicatement glacées de motifs hivernaux. Au milieu de cette effervescence festive, noyée dans le flux et le reflux de la foule des acheteurs du soir, une petite fille était assise, parfaitement immobile, dans son fauteuil roulant. Elle observait le monde tourbillonner autour d'elle avec une attention singulière, une concentration presque méditative. Elle s'appelait Manon, et elle venait d'avoir 7 ans. Ses cheveux blonds, d'une pâleur telle qu'ils semblaient presque blancs sous la lumière dorée des guirlandes, s'échappaient en mèches rebelles d'un bonnet en tricot rose vif, un rose joyeux et audacieux, tiré confortablement sur ses oreilles pour la protéger du froid mordant. Ses yeux, d'un bleu lumineux et profond, pétillaient de curiosité et d'un émerveillement pur, reflétant les milliers de petites lumières du marché comme 2 étoiles capturées. Son manteau d'hiver était assorti à son bonnet, une tache de couleur vive et optimiste dans le crépuscule grandissant. Et bien que ses jambes, fines et immobiles sous une épaisse couverture, ne pussent la porter à travers la foule, son esprit, lui, possédait une force et une résilience que bien des enfants 2 fois plus âgés, et même bien des adultes, auraient pu lui envier. Elle était installée près d'un banc en fer forgé, non loin de la fontaine centrale dont l'eau était figée par le gel en sculpture de glace abstraite et scintillante. Ses petites mains, protégées par des gants assortis à son bonnet, étaient sagement croisées sur ses genoux. Son regard, intense et doux, suivait les familles qui passaient, chargées de sacs en papier brun remplis de cadeaux et de friandises. Elle observait leur rire se transformer en nuages de buée dans l'air froid, écoutait les bribes de conversation joyeuses, et souriait doucement en voyant un père soulever sa fille sur ses épaules pour qu'elle puisse mieux voir le grand sapin illuminé au centre de la place. Elle ne semblait ni triste, ni envieuse, ni impatiente. Elle était simplement absorbée par le spectacle de la joie ordinaire, s'en nourrissant comme d'une chaleur invisible. Un peu plus loin, se tenant à l'écart du courant principal de la foule, un homme se tenait debout, semblant étrangement déplacé au milieu de cette atmosphère décontractée et festive. Il se nommait Stéphane Dubois et il avait 42 ans. Il portait un luxueux manteau sombre, manifestement coûteux, coupé dans un cachemire épais qui tombait avec une perfection étudiée. En dessous, on ne devinait que le col impeccable d'une chemise blanche et le nœud serré d'une cravate de soie, les attributs d'un costume sur mesure. Ses cheveux poivre et sel étaient coiffés en arrière avec le soin méticuleux de quelqu'un d'habitué aux réunions importantes, aux décisions stratégiques et aux flashs des photographes. Il était milliardaire, un mot qu'il s'efforçait d'éviter, même dans le secret de ses propres pensées. Ce mot sonnait faux à ses oreilles, il le faisait se sentir comme une île, isolée du reste du continent humain par un océan de chiffres, d'attentes et de faux-semblants. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, Stéphane était venu au marché seul, sans son entourage habituel. Pas d'assistants ailés pour anticiper ses moindres besoins, pas de garde du corps discret scrutant les environs avec une vigilance constante. Il leur avait simplement dit, d'un ton qui n'invitait à aucune discussion, qu'il désirait une soirée pour lui, pour marcher et penser. Une requête si inhabituelle de sa part qu'elle avait suscité une surprise non dissimulée, presque de l'inquiétude, sur le visage de son personnel. Sa vie, vue de l'extérieur, était un succès éclatant, vue de l'intérieur,
elle était devenue une succession interminable de salles de conseil aux murs de verre, de jets privés et de galas de charité où les sourires étaient aussi calculés que les investissements. C'était un défilé constant de gens qui voulaient quelque chose de lui, son argent, son influence, son nom. Le résultat était un vide immense, un silence assourdissant habillé des plus beaux atours de la réussite. Il cherchait quelque chose de vrai, une sensation authentique, une émotion qui ne soit pas tarifée ou intéressée, bien qu'il n'aurait su mettre un nom précis sur ce manque. Alors qu'il déambulait sans but précis entre les étals, laissant la foule le porteur, son regard fut soudainement et inexplicablement attiré par la petite tache rose près de la fontaine. Par Manon. Il y avait quelque chose dans sa manière d'être assise là, si paisible au cœur du tumulte, si attentive au monde sans rien lui demander, qui le fit s'arrêter net. Elle n'était pas agitée, ne réclamait rien, ne semblait attendre personne avec impatience. Elle ne tendait pas la main vers les passants, ni pour mendier, ni pour vendre. Elle était simplement là, intensément présente à l'instant, d'une manière que la plupart des gens, courant après le temps et les obligations, ne le sont jamais. Il s'approcha lentement, avec une précaution inhabituelle pour un homme habitué à commander et à se déplacer sans entrave. Il ne voulait pas effrayer cette petite apparition, ne voulait pas briser la bulle de sérénité qui semblait l'entourer. Lorsqu'il ne fut plus qu'à quelques pas, il s'arrêta et, après une hésitation, lui offrit un sourire qu'il espérait doux et rassurant. « Bonsoir, dit-il. » Sa voix, habituellement ferme et décidée dans les négociations, sortit étonnamment douce et posée. « C'est un très joli bonnet que tu portes. » Manon leva vers lui ses yeux clairs et confiants, sans aucune trace de la méfiance qu'il voyait si souvent chez les adultes. Un petit sourire effleura ses lèvres, un sourire sincère et désarmant. « Merci, dit-elle d'une voix fluette mais distincte. C'est ma maman qui l'a tricoté pour moi. » Stéphane sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une chaleur inattendue qui se propagea dans ses membres engourdis par le froid et la solitude. Il n'y avait aucune peur sur son visage, aucun calcul, aucune attente. Juste la simple et renversante honnêteté d'une enfant. « Votre mère semble très douée, dit-il, et sans même y réfléchir, il s'accroupit pour se mettre à son niveau, un geste qu'il n'avait pas fait depuis une éternité. Le pavé humide et froid s'infiltra à travers le tissu fin de son pantalon coûteux, mais il n'y prêta absolument aucune attention. « Est-ce qu'elle est avec vous ?» Manon désigna du menton un petit café de l'autre côté de la place, dont la vitrine embuée laissait filtrer une lumière accueillante. « Elle travaille. Elle travaille tous les soirs pour qu'on puisse avoir une maison. » Stéphane suivit son regard et aperçut une femme d'une petite trentaine d'années, mince et visiblement fatiguée, servant des gobelets de café fumant à des clients avec une efficacité routinière. Elle s'appelait Chloé, et elle avait les mêmes cheveux blonds que sa fille, ramenés sans chichi en une simple queue de cheval. Son manteau était usé au col et à l'ourlet, et ses mains, bien que rougies par le froid, bougeaient vite, avec une précision née de l'habitude, comme si chaque seconde était précieuse. Il y avait une dignité silencieuse dans sa manière de travailler, une force tranquille qui rappela à Stéphane une image lointaine de sa propre mère, des années auparavant, avant que l'argent ne change tout, avant que ses mains ne deviennent des objets apparés de bijoux plutôt que des outils pour construire une vie. « Elle travaille dur, » dit Manon, sa petite voix remplie d'une immense et inconditionnelle fierté. « C'est la meilleure maman du monde entier. » Stéphane reporta son attention sur la fillette. Il y avait un tel amour dans sa voix, une telle certitude inébranlable dans son affirmation, que cela le toucha plus profondément que n'importe quel discours étudié. Il réalisait qu'il était le témoin privilégié de quelque chose qui avait depuis longtemps disparu de son univers de contrats, de clauses et de négociations, une dévotion pure, simple et sans complication. « Je vois ça, dit-il doucement. Tu dois être très fier d'elle. »« Je le suis, » affirma Manon avec une gravité d'adulte. Puis, après une courte pause, comme si elle lui confiait un grand secret, elle ajouta presque dans un souffle, « Parfois, j'aimerais pouvoir l'aider plus. Elle est si fatiguée. » La gorge de Stéphane se serra. Cette simple phrase, prononcée avec une sincérité déchirante, fit écho à un désir vague et grandissant en lui. Il avait beaucoup pensé aux enfants ces derniers temps, à l'adoption, à l'idée de remplir la grande maison de campagne vide où il vivait avec autre chose que le silence et l'écho de ses propres pas. Il avait rencontré des agences, consulté des dossiers, assisté à des présentations PowerPoint sur des enfants en attente d'une famille. Mais tout lui avait semblé froid, transactionnel, comme s'il faisait des achats pour combler un vide au lieu d'ouvrir son cœur pour partager une vie. Mais ici, à cet instant précis, accroupi dans la neige fondue face à cet enfant remarquable,
il ressentait quelque chose de différent, quelque chose de tangible, de vrai et de terriblement puissant. Manon, commença-t-il prudemment, sentant le poids de chaque mot. Est-ce que ça te dérangerait si je te posais une question un peu personnelle? Elle pencha la tête sur le côté, ses grands yeux bleus fixés sur lui, intriguée mais pas inquiète. D'accord. J'ai beaucoup réfléchi à la famille, ces derniers temps, poursuivit-il, à ce que ça signifie de prendre soin de quelqu'un, et que quelqu'un prenne soin de vous. Et je me demandais, il marqua une pause, choisissant ses mots avec le soin qu'il réservait habituellement aux clauses d'un contrat de plusieurs millions, mais cette fois, une émotion sincère les animait. Je me demandais si tu aimerais venir vivre avec moi. J'ai une grande maison avec beaucoup de place, un immense jardin. Tu aurais ta propre chambre, décorée comme tu le voudrais, avec tous les livres et les jouets que tu pourrais imaginer. Je pourrais m'assurer que tu aies les meilleurs médecins, les meilleures écoles. Je pourrais t'offrir une belle vie, Manon. Une vie sans souci. Les yeux de Manon s'écarquillèrent, devenant deux soucoupes d'étonnement bleu. Pendant un long instant, elle ne dit rien, et le silence ne fut rempli que par les chants de Noël étouffés provenant des haut-parleurs du marché. Stéphane craignit d'avoir été trop direct, trop présomptueux, d'avoir brisé la magie de leur rencontre avec la brutalité de sa richesse. Mais alors, elle parla, et ses mots, prononcés doucement, arrêtèrent net les battements de son cœur. C'est très gentil, monsieur, dit-elle poliment, avec une maturité qui le stupéfia. Mais je ne peux pas quitter ma maman. Elle a besoin de moi. Stéphane se sentit à la fois profondément ému et complètement confus. Il était habitué à ce que son argent résolve tous les problèmes. Manon, je m'assurerai que ta mère ne manque de rien. Je pourrais l'aider aussi, bien sûr. Lui donner assez d'argent pour qu'elle n'ait plus jamais à travailler si dur, pour qu'elle puisse se reposer. Mais Manon secouait la tête, un mouvement lent et définitif, et des larmes commençaient à perler au coin de ses yeux brillants, transformant les lumières du marché en étoiles floues. Vous ne comprenez pas, murmura-t-elle, et sa voix se brisa légèrement. Si je la quittais, elle serait toute seule. Elle n'aurait personne à qui parler en rentrant le soir. Personne à qui raconter sa journée. Personne pour la serrer dans ses bras quand elle est triste à cause des factures. L'argent ne peut pas faire ça. Ces mots simples frappèrent Stéphane comme une vague immense et glaciale, le laissant sans souffle. Cet enfant, depuis son fauteuil roulant, comprenait avec une clarté absolue quelque chose qu'il avait mis 42 ans à essayer de déchiffrer à travers le prisme déformant de la fortune, que l'argent ne pouvait pas acheter ce qui comptait le plus. Que l'amour, ce n'était pas ce qu'on pouvait offrir matériellement, mais la présence qu'on assurait, la chaleur qu'on partageait, la personne qu'on choisissait d'épauler, chaque jour, encore et encore. Je vois, dit-il à voix basse, et pour la première fois de sa vie d'adulte, il voyait vraiment. Manon essuya maladroitement ses yeux avec le dos de sa petite main gantée, puis elle le regarda avec une expression bien plus vieille que son âge, une expression remplie d'une sagesse qui coupa le souffle de Stéphane. S'il vous plaît, dit-elle, sa voix tremblante mais déterminée, portant une requête qui allait faire basculer son univers. S'il vous plaît, ne m'adoptez pas moi. Adoptez ma maman à la place. Stéphane cligna des yeux, certain d'avoir mal entendu, le cerveau incapable de traiter une proposition aussi inattendue. Pardon? Adopter ma maman, répéta Manon avec plus d'assurance. C'est elle qui a besoin d'une famille. C'est elle qui est toute seule, à part moi. Elle travaille tellement, du matin au soir, et elle ne se plaint jamais. Elle ne s'achète jamais rien de joli pour elle. Elle dit toujours que mon bonheur passe avant. Elle me tricote des bonnets, elle m'invente des histoires pour que je m'endorme, et elle fait que tout va bien, même quand c'est difficile. Mais elle, personne ne prend soin d'elle. Personne ne lui demande si elle est fatiguée. Personne ne lui fait se sentir spéciale. Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues roses de Manon, mais elle continuait de parler, les mots se déversant comme s'ils avaient été retenus par un barrage trop longtemps. Si vous l'adoptiez, elle ne serait plus obligée de travailler tout le temps dans le froid. Et on aurait toutes les deux une famille. On saurait les uns les autres, et ma maman ne serait plus jamais seule. Elle n'aurait plus à être si fatiguée. Elle pourrait sourire plus souvent. Elle mérite tellement de sourire plus souvent. Stéphane se retrouva littéralement sans voix. Il avait affronté les esprits les plus vifs et les plus impitoyables du monde des affaires. Il avait négocié des accords valant des centaines de millions de dollars, faisant plier des conglomérats entiers. Mais il n'avait jamais
jamais rencontré une logique, une sagesse et un amour pareils, venant d'une fillette de 7 ans en fauteuil roulant sur un marché de Noël. Tandis que la neige tombait doucement autour d'eux, créant un cocon de silence, il regarda de l'autre côté de la place, vers Chloé, qui travaillait toujours à son poste, essuyant le comptoir, ignorant tout de la conversation monumentale qui se déroulait dans l'ombre. Il la voyait différemment maintenant. Non plus seulement comme la mère courageuse de Manon, mais comme une femme, une personne à part entière qui portait le poids du monde sur ses épaules, ne demandant rien, donnant tout. Manon, dit-il, la voix étranglée par une émotion qu'il ne cherchait même plus à contenir. Tu es la personne la plus intelligente, la plus courageuse et la plus gentille que j'ai jamais rencontrée. Elle sourit à travers ses larmes, un sourire lumineux d'espoir. Ça veut dire que vous allez y réfléchir? Un rire lui échappa. Un vrai rire, profond et sincère, qui venait du plus profond de lui, un son qu'il ne se souvenait pas avoir produit depuis des années. Oui, Manon. Oui, je vais y réfléchir. Mais il faisait déjà bien plus que réfléchir. Il sentait quelque chose changer fondamentalement en lui, comme une porte longtemps condamnée qui s'ouvrait en grinçant dans une maison restée fermée trop longtemps, laissant entrer l'air et la lumière. « Est-ce que ça te dérangerait » demanda-t-il doucement, se sentant soudain comme un adolescent timide, « si j'allais parler à ta mère ?» Le visage de Manon s'illumina, rivalisant avec l'éclat des guirlandes de Noël qui les entouraient. « Vraiment ? Vraiment, vraiment, dit-il. Mais je veux que tu saches quelque chose d'abord. Quoi qu'il arrive, je vais m'assurer que vous alliez bien toutes les deux. Ta mère et toi. Ensemble. » Manon tendit sa petite main gantée et Stéphane la prit, sentant les doigts délicats se refermer sur les siens. C'était un geste si simple, un contact si léger, mais il signifiait tout. Un contrat scellé non pas avec de l'encre, mais avec de la confiance. Il se releva, ses genoux craquant légèrement à cause du froid et de la position accroupie, et traversa la place en direction du café. Son cœur battait d'une manière qu'il ne connaissait pas, ni avant une présentation à des investisseurs, ni au moment de conclure une affaire. C'était un mélange de peur et d'exaltation. C'était réel. Cela comptait. Chloé rendait la monnaie à un client lorsqu'elle leva les yeux et le vit approcher, cet homme élégant et hors de propos. Son expression, fatiguée mais aimable, devint immédiatement méfiante, protectrice. Stéphane reconnut ce regard. C'était le regard d'une lionne protégeant son petit. Elle pensait qu'il était une source de problèmes. « Je peux vous aider ?» demanda-t-elle. Sa voix était polie, mais sur la défensive. « Je l'espère, » dit Stéphane. Il jeta un regard en arrière vers Manon, qui les observait avec des yeux ronds, pleins d'un espoir presque insoutenable. « Je viens de parler à votre fille. » L'expression de Chloé vira instantanément à l'inquiétude. « Il y a un problème ? Elle va bien ? » « Elle va bien. Elle est parfaite, » s'empressa de dire Stéphane. « Elle va plus que bien. Elle est remarquable. » Les épaules de Chloé se détendirent légèrement, mais la lassitude et la méfiance demeuraient. « Oui. Elle l'est. » Stéphane prit une profonde inspiration. C'était plus difficile que n'importe quel discours commercial qu'il ait jamais fait, parce que l'enjeu était infiniment plus grand. « Je m'appelle Stéphane Dubois, » commença-t-il, « et je suis venu ici ce soir en cherchant quelque chose que j'avais perdu. Je ne savais même pas ce que c'était avant de rencontrer votre fille. » Chloé l'observait attentivement, silencieuse, essayant de deviner ses intentions. Stéphane comprenait. Les gens comme lui voulaient généralement quelque chose en retour. « Elle m'a parlé de vous, » continua-t-il, sa voix s'adoucissant. « De la façon dont vous travaillez dur, de l'amour immense qu'elle vous porte. Et elle a dit quelque chose qui a changé ma vie. » Il lui raconta tout. La conversation, les mots précis de Manon, ses larmes, et sa sagesse bouleversante. Pendant qu'il parlait, il vit l'expression de Chloé passer de la suspicion à la surprise, puis à un émerveillement mêlé d'incrédulité. Quand il eut terminé, Chloé resta silencieuse un long moment, regardant dans le vide. Puis elle dit très doucement, sa voix à peine un murmure, « Elle a vraiment dit ça ? D'adopter moi ?» Stéphane hocha la tête. « Elle l'a dit. Et elle avait raison. J'ai réfléchi à la famille de la mauvaise manière. Je cherchais quelqu'un pour remplir ma maison vide. Mais ce dont j'avais vraiment besoin, c'était de faire partie de quelque chose de vrai, d'honnête. De faire partie d'une famille.
Les yeux de Chloé brillaient maintenant de larmes non versées. Monsieur Dubois, nous n'avons pas besoin de charité. Ce n'est pas de la charité, dit fermement Stéphane. C'est je ne sais même pas comment appeler ça. Une chance. Une possibilité. Votre fille m'a appris quelque chose ce soir que j'aurais dû apprendre il y a bien longtemps. Qu'une famille, ce n'est pas ce que vous pouvez donner à quelqu'un. C'est être présent. C'est se choisir mutuellement. Il marqua une pause, puis ajouta avec une humilité qu'il ne se connaissait pas, « Je ne vous demande pas de vous adopter, Chloé. Ce serait absurde. Mais je vous demande si peut-être que nous pourrions apprendre à nous connaître. Vous, Manon et moi. Peut-être que nous pourrions dîner ensemble un de ces soirs. Peut-être que nous pourrions voir s'il y a quelque chose à construire ici. Une amitié, au moins. Peut-être plus, avec le temps. » Chloé regarda par-dessus son épaule vers Manon, qui les observait toujours, son petit visage tendu d'anticipation. Leurs regards se croisèrent à travers la place bondée. Et quelque chose d'inexprimable passa entre la mère et la fille. Une compréhension, une question silencieuse, et une réponse pleine d'amour. Lorsque Chloé se retourna vers Stéphane, des larmes coulaient silencieusement sur ses joues, mais elle souriait. Un vrai sourire, fatigué mais radieux. « Je termine dans 1 heure, dit-elle. Il y a un bistrot à 2 rues d'ici, chez Marie. Rien d'extraordinaire. » Stéphane sentit son cœur s'envoler. Rien d'extraordinaire me semble absolument parfait. Ce soir-là, tous les 3 s'assirent dans une banquette usée du bistrot du coin chez Marie, partageant des crêpes au sucre et du chocolat chaud fumant. Manon raconta des histoires sur l'école qui les firent tous rire. Chloé parla de ses rêves pour sa fille, sa voix remplie d'un espoir qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Et Stéphane écoutait vraiment, sans penser à ses emails ou au cours de la bourse, se sentant plus présent, plus vivant, qu'il ne l'avait été depuis des décennies. En les écoutant, Stéphane réalisa que Manon lui avait fait le plus grand cadeau qu'il ait jamais reçu. Non pas en acceptant son offre, mais en la refusant. Elle lui avait montré que le véritable amour consiste à faire passer quelqu'un d'autre en premier, que la famille se construit sur le sacrifice, la présence et le choix conscient de l'autre, encore et encore. Au cours des mois suivants, Stéphane s'intégra doucement dans leur vie. Pas comme un bienfaiteur ou un sauveur, mais comme un ami, puis lentement, naturellement, comme quelque chose de plus. Lui et Chloé découvrirent qu'ils avaient plus en commun qu'ils ne l'auraient cru. Ils savaient tous les deux ce que signifiait travailler dur pour ce qui comptait. Ils comprenaient tous les deux que les meilleures choses de la vie ne s'achètent pas. 1 an plus tard, par une soirée enneigée très semblable à celle de leur rencontre, Stéphane s'agenouilla sur cette même place de marché, au milieu des lumières et de l'odeur de pain d'épices. Il demanda à Chloé de l'épouser. Manon était à ses côtés, dans un nouveau fauteuil plus confortable, tenant l'écrin de la bague sur ses genoux, son visage rayonnant d'une joie pure. Quand Chloé, en larmes et en riant, dit oui, ils s'étreignirent tous les 3, un enchevêtrement de manteau et de bonheur, tandis que la neige tombait doucement autour d'eux. Et Stéphane sut, avec une certitude absolue, qu'il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait depuis si longtemps. Non pas quelqu'un pour remplir sa maison vide, mais une famille avec qui construire un foyer. Manon avait eu raison depuis le début. Parfois, le plus grand acte d'amour n'est pas de se sauver soi-même, mais de demander à quelqu'un d'aimer la personne que vous aimez le plus. Et parfois, si vous êtes très, très chanceux, cette personne dit oui.